Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la substitution des consommables plastiques. Donc aujourd'hui, on accueille Aude Robert de l'Institut Gustave Roussy et Marianne de Pape de l'INRAE qui vont nous présenter des stratégies pratiques pour remplacer les consommables plastiques dans les laboratoires et également pour chiffrer les économies d'eau et de carbone que ça peut représenter. Je vais vous laisser vous présenter, Aude et Marianne. Bah, Marianne, tu es à l'affichage là, donc je te laisse la parole directement. Bonjour, moi je suis une microbiologiste d'INRAE et comment j'en suis venue? Parce que j'avais l'intuition que c'était mieux d'utiliser du verre réutilisable que du plastique dans mon labo, mais c'est pas une intuition partagée parce que comme on sait, comme je le présentais, hein, réutiliser, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau pour laver, etc. Et donc, face aux questions récurrentes de mes collègues, je me suis lancée à faire ce petit calculateur que je vais vous présenter. Et j'étais déjà impliquée au sein du collectif Labo 1.5, donc j'avais déjà des notions un peu de d'ACV, etc. Donc voilà, c'est vraiment très concret, hein. C'est pour convaincre mes collègues et je suis pas sûre que ça a beaucoup marché, mais bon, je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui. Super. Et Aude, tu veux te Oui, présenter? alors du coup, moi je suis ingénieure de recherche effectivement dans une unité qui fait plutôt de la cancérologie à Gustave Roussy. Et comment j'en suis venue là? Ben, on a eu déjà, j'avais fait beaucoup de démarches personnellement et du coup, je me suis dit que c'était un peu bizarre de pas le faire au travail alors que c'est quand même a priori un des endroits où on pollue le plus. Et puis aussi, il y a eu toute l'épidémie de Covid où il y a eu toute cette pénurie sur les consommables plastiques et il a fallu trouver des solutions. Donc ça a pas mal aidé pour la transition. Et puis comme vous allez le voir, en fait, il y a eu aussi de la part de Gustave Roussy une démarche qui nous a permis de créer un groupe en fait green sur place. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va commencer par la présentation d'Aude. Est-ce que tu préfères que les questions soient réservées pour la fin ou tu préfères que les questions soient filées au fur et à mesure de ta présentation? Bah, ça n'a pas d'importance. Après, je sais pas en visio comment c'est si Ouais, c'est ça peut évident ou être pas. difficile à distribuer si je garde un œil sur les messages en même temps que je t'écoute. Peut-être on peut garder les questions pour juste après la présentation de Aude et ensuite on passe à la présentation de Marianne. On prendra les questions pour Marianne puis on peut avoir une discussion plus ouverte après. Ok. Ok. Du Alors, coup, j'espère que j'ai activé les possibilités de partager. a priori, j'ai un partage d'écran. Non, désactivé. Alors, attends. J'y vais. À chaque fois, j'ai du mal à trouver. Je sais, je vais trouver. Mince. Mince. Au final, j'arrive plus à retrouver si quelqu'un peut me guider. Ça m'arrangerait. Hum, Il faut que tu ailles dans participants et sur la droite de chaque nom, les trois petits points, tu peux les nommer comme co normalement. Ah, d'accord, merci. Ça sera plus rapide parce que je cherchais un. Je faisais autrement d'habitude. Ah, Mais là, je vais faire comme ça, t'as raison. Merci. Donc, chaleur, là, je suis un peu perdue. Hop, c'est bon. Normalement, ça doit marcher, Aude. Alors, ouais, c'est bon. Alors, Super. je me trompe pas d'écran, c'est celui. Ok. Normalement, c'est bon. Alors, en présentation, ce serait mieux. Ah, vous avez le bon écran? Là, on voit le mode présentation. Ouais, c'est ça, il a rebasculé en fait. Je vais changer d'écran du coup. C'est pas grave. Hum, Du coup, je suis désolée, je ne vous regarderai pas. Enfin, la caméra est pas sur le même écran, donc c'est pas très grave.
Et hop, normalement, ça doit être bon. Si je fais ça, est-ce que si c'est bon? C'est bon, merci. Ok. Alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, je m'appelle Aude Robert et je suis ingénieure de recherche donc dans une unité mixte de recherche INSERM Paris-Saclay, qui est l'U 1279 et qui est donc sur le site de Gustave Roussy à Villejuif. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter les pistes qu'on a explorées, que ce soit au niveau de l'Institut, de l'unité ou de mon équipe, pour réduire en fait l'utilisation des consommables plastiques au laboratoire. Donc, juste quelques chiffres que vous devez à peu près avoir, qui sont que dans le monde des laboratoires de recherche, que ce soit en biologique, médical ou agricole, consomment 4 à 5 fois plus d'énergie, 2 fois plus d'eau que des bureaux de même taille. Ils produisent en fait 5,5 mégatonnes de déchets plastiques annuellement, en fait, ce qui équivaut à 2% de la production globale de déchets plastiques annuels. Et donc, nous, scientifiques à la paillasse, nous faisons 10 fois plus de déchets plastiques qu'un citoyen lambda. Et en 2019, Gustave Roussy a fait donc son bilan carbone et cela a montré que l'Institut produisait 19 tonnes d'équivalent CO2 par an par employé. Alors bien sûr, c'est quelques 60 200 et quelques tonnes de CO2, elles sont réparties sur chacun des citoyens habitant en France et contribuent donc à leur empreinte carbone qui, je vous le rappelle, est estimé donc à 9,2 tonnes par habitant pour 2025 et dont l'objectif est d'être réduit à moins de 2 tonnes d'ici 2050. Du coup, Gustave Roussy a décidé en fait de faire preuve d'exemplarité et d'intégrer dans son plan stratégique pour la période 2020-2030 du développement durable et notamment a créé un groupe qui s'appelle le groupe Green, qui était composé et qui est toujours composé d'ailleurs de médecins, de personnel infirmier et technique, en fait de personnel de l'hôpital, et qui a pour but d'instiller le développement durable dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'énergie, du transport, de l'eau, de l'alimentation et de la biodiversité. Et en fait, sous l'impulsion de Morwena Le Guillou, qui est ingénieur d'études donc, à l'UMR 90-19 à Gustave Roussy, et qui était invité lors des réunions de ce groupe Green, il y a eu création en fait d'un sous-groupe de travail dédié à la recherche, qui cette fois-ci est composé de chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants. Et c'est de ce groupe dont je fais partie, et on s'intéresse plus particulièrement donc aux problématiques du laboratoire et en ce qui concerne surtout l'énergie et les déchets, parce que c'est sur ce dont on a le plus la main. Et ce bilan carbone de Gustave Roussy, ce qui était intéressant, c'est qu'il montre que plus de 85% de l'empreinte carbone de l'hôpital sont dus aux achats. Et parmi ces achats, bien sûr, il y a beaucoup de plastique à usage unique. Et ces plastiques, donc, ils envahissent nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. Et c'est ce qu'a essayé de quantifier donc les auteurs de cette étude. En fait, c'est le Green Lab autrichien. Ils ont en fait suivi les déchets plastiques produits par 7 laboratoires dans différents domaines de la recherche. Et le premier résultat qu'ils ont sorti intéressant, c'est qu'un scientifique produit en moyenne 116 kilos par an de déchets plastiques, donc avec une variation en fonction des laboratoires d'un peu plus de 32 kilos jusqu'à 240 kilos environ. Euh, la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, malgré les différences de thématiques de ces laboratoires, il y a 8 items qui sont en fait communs à chaque fois. Et ces 8 items, ils représentent 86% de la production de plastique. Donc, ce sont les pipettes sérologiques, je vais mettre le pointeur, ce sera mieux, les plaques multipuits, les boîtes de cônes et bien sûr les cônes, tout ce qui est tube à centrifuger, donc les seringues, les gants et enfin les emballages plastiques. Donc ça représente 86% des déchets de tous ces labos. Et la dernière chose qui était intéressante, c'est qu'en fait, 42% de ces plastiques sont du polystyrène et 32% du polypropylène, c'est-à-dire des plastiques hautement recyclables. Donc, finalement, nous, dans le groupe Green, on était assez contents parce qu'en fait, Morwena, elle avait fait ça dès 2020, essayer de se prêter au petit jeu de compter ses déchets.
Et alors, c'était en période Covid, donc forcément, c'était avec des ressources plus limitées. Et puis Morwena, elle avait entamé déjà une réduction de la production de ses déchets. Donc, elle est bien en dessous, en fait, des moyennes de cet article, puisqu'elle est à environ 60 kilos de plastique par an. Et ce qui était intéressant, par contre, c'est qu'on retrouve effectivement la forte proportion de polystyrène, puisque ça représente 52%, et suivi derrière par le polypropylène, qui représente à peu près 27% de ces déchets. Et on avait en fait une autre catégorie qui est le PET. Et en fait, ça, c'est les bouteilles de milieu de culture qui sont utilisées. Et sinon, en termes d'items, on retrouve effectivement les 7 items développés dans la publication. La seule chose qui ici n'est pas réellement visible, c'est les seringues parce que c'est assez énigmatique dans le cadre de la recherche de Morvena. Et en fait, dans notre labo, on n'a pas vraiment, nous, calculé ce genre de choses, mais en fait, on a à peu près les mêmes thématiques. Je pense que par contre, on est beaucoup plus près, vous allez le voir, après des 80-90 kilos de plastique par an et par personne. Mais en tout cas, ça nous a donné une base de réflexion pour savoir sur quoi travailler pour réduire nos déchets plastiques. Et notamment, on a décidé de travailler sur les 3 items que je vous ai mis en rouge. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, tous les déchets que l'on faisait pouvaient être évités, donc soit réduits, soit remplacés. Et puis, en fait, que tout ce qui finissait dans notre poubelle pouvait finalement avoir une deuxième vie, donc soit être réutilisé, et sinon être recyclé. Pardon. Donc effectivement, les plastiques. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est le recyclage, parce que c'est ce qui nous semblait le plus facile à faire et c'est ce qui est le plus facile pour mobiliser les gens aussi. Donc les plastiques de laboratoire, ils sont très souvent, on l'a vu, en polymère recyclable, donc PET, polystyrène ou polypropylène. Et donc effectivement, il y a une majorité d'entre eux qui sont considérés comme souillés et à raison. Mais il y a aussi environ 25% de ces déchets qui peuvent être en fait recyclés. Donc nous, on a décidé avec le groupe Green de mettre en place un système de recyclage des bouteilles en PET, donc essentiellement des bouteilles de milieu, mais en fait l'entreprise allemande qui fait cela, c'est Pan Biotech, et elle reprend en fait toutes les bouteilles où il y a marqué PET dessus. Parce qu'on a même recyclé pendant un temps les biberons jetables de l'animalerie. Et donc, ce système, en fait, c'est un système qui n'est pas en fait officialisé au niveau de Gustave Roussy. C'est quelque chose que chacun dans les labos fait de façon bénévole. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir donner de chiffre global sur ce qui est recyclé à Gustave Roussy parce que ça dépend, ça fluctue en fonction des gens qui partent, qui reviennent, qui s'en occupent ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans notre unité, on est une quarantaine de personnes et en fait, on fait ça depuis 4 ans et on recycle en moyenne 130 à 150 kilos de PET par an grâce à ce système. Ensuite, la deuxième chose qu'on s'est dit qu'on allait recycler et qui représentait aussi pas mal dans les déchets de Morwena, c'est les boîtes de cônes. Donc là, effectivement, il y a plein de systèmes. Vous pouvez avoir des distributeurs qui reprennent plusieurs marques. Certains fournisseurs reprennent leurs marques. Nous, on a choisi en fait de travailler avec Starlab, ce qui nous a permis de recycler au niveau de l'unité encore 120 kilos, cette fois-ci donc de polypropylène par an. Et on a choisi Starlab parce qu'en fait, ça nous permet aussi de réduire notre consommation en fait globale de plastique, vu que maintenant en fait on garde toutes nos boîtes, donc ces espèces de boîtes bleues, et on les recharge. Et donc après, il y a plein de systèmes pour recharger, donc stérile, non stérile, à pointe à filtre ou sans filtre. Et de toute façon, donc, si on prend cette boîte qui est donc la pointe stérile, emballage individuel, à pointe à filtre, en fait, elle est toujours plus légère de 95 grammes de plastique que la boîte complète. Donc, et après, bien sûr, si on utilise les stacks de refil, c'est encore plus de plastique économisé. Ensuite, on a essayé de travailler du coup sur les emballages plastiques, donc effectivement éviter tout ce qui est emballage individuel, emballage sur portoir, tout ça pour la culture cellulaire, les pipettes, les tubes. Donc ça, il y a plein de systèmes pour acheter en vrac. Et puis, suite à ça, du coup, nous avons établi une liste des consommables à usage unique qui étaient utilisés dans le laboratoire. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on planifie vraiment nos expériences en amont pour pouvoir adapter à chaque fois
les consommables à ce qu'on fait. Par exemple, bien remplir toutes nos plaques de culture au maximum, les plaques de QPCR, pas utiliser un tube 1,5 ms si on met 10 microlitres dedans, mais un tube de PCR. Pareil, réutiliser, par exemple, si on alicote quelque chose, alicoter de l'eau d'abord, puis ensuite mettre le produit avec le même cône. Enfin bref, réduire de toutes les façons possibles et optimiser de toutes les façons possibles l'utilisation du plastique. Et l'exemple que j'aime bien prendre, moi, c'est en fait, on utilise beaucoup de flacons de culture, on en utilise toujours beaucoup, des flacons de 75 cm². Et en vrai, si on utilise des boîtes 10 cm, en fait, c'est 3 fois moins de plastique utilisé. Donc, si on n'a pas besoin d'utiliser un flacon, autant passer sur une boîte qui est plus légère. Et enfin, c'était d'utiliser vraiment quand c'était nécessaire. Et ça, c'est surtout quelque chose qu'on a appliqué pour les gants. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, on mettait les gants et puis hop, on avait oublié un truc, soit dans le bureau, soit ailleurs. Du coup, on enlève les gants, on les jette. Et donc là, on s'est décidé vraiment quand on a peu utilisé les gants ou quand on les a mis, finalement, on va les enlever tout de suite, on les enlève proprement et on les laisse sur notre paillasse pour les réutiliser. Bien sûr, tout ça est fait en ayant quand même en considération la sécurité. Et donc, on n'utilise pas les gants plus que nécessaire non plus. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils sont de toute façon jetés. L'autre chose qu'on a essayé de faire et qui est aussi assez facile pour convaincre les gens, c'est de réutiliser les consommables plastiques qu'on a déjà. Donc effectivement, on réutilise nos flacons de culture et nos boîtes sur plusieurs passages. Donc là, on les lave pas, on n'en est pas là, mais par contre, effectivement, on les conserve plusieurs passages de cellules dedans sans qu'il y ait de dommages ni pour la morphologie, ni pour la prolifération des cellules. On nettoie, en fait, on réutilise aussi tout ce qui est les grattoirs. Donc, on les nettoie à l'éthanol, puis on les réutilise. On réutilise aussi les réservoirs, les coupelles de pesée, et puis tout ce qui est combi tips aussi. Donc, soit on les marque, on les rince, et puis on les marque avec une petite étiquette pour réutiliser avec la même chose. Et puis, des fois, on a aussi des tampons communs où, en fait, on laisse un petit sachet plastique, on met le combi tips dedans et on scotche ça à la bouteille. Comme ça, tout le monde utilise le même. Et puis, quand il est vraiment usé ou sale, on le change. Et puis, je vous ai mis du coup un petit exemple qui a été fait aussi au niveau de l'hôpital et pour le coup, qui n'a pas coûté d'eau ni de problème de lavage ou d'autoclave. C'est qu'en fait, en anapath, ils utilisaient des porte-lames, mais quand ils avaient scanné les lames et qu'ils s'en servaient plus, ils jetaient les lames et les boîtes. Donc, ils se sont rendus compte que c'était un peu du gâchis. Et donc, ils ont décidé finalement de recycler, enfin de réutiliser pour le coup les boîtes porte-lames. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient une diminution de leur impact carbone de 710 kilos équivalent CO2 par an. Et puis surtout, économiquement, bah, c'était 46 000 euros d'économiser. Et puis là, je vous ai mis la petite machine dont on rêve en fait avec le groupe Green, puisqu'on va avoir un nouveau bâtiment de recherche normalement à Gustave Roussy pour 2030 et on aimerait que ce système soit intégré en fait à la laverie, qui est un laveur en fait de cônes. Mais pour ça, effectivement, il faudrait pouvoir, parce que c'est une machine qui est assez coûteuse, et puis c'est quand même toute une organisation. Donc pour ça, il faudrait vraiment que ce soit intégré dans la laverie et pas que ce soit chacun qui puisse laver ses cônes avec cette machine pour sa petite équipe. Donc pour l'instant, c'est en négociation, c'est pas sûr qu'on va y arriver, mais voilà. En tout cas, on essaye de faire un peu de lobbying là-dessus auprès de la direction de la recherche. Pardon. Et donc ensuite, on a décidé enfin de remplacer certains plastiques par d'autres matériaux. Donc effectivement, comme je disais, les coupelles de polystyrène, pour l'instant, on a un stock, on les lave, mais c'est pas éternel. Au bout d'un moment, ça casse. Donc ça, on le remplacera après par des coupelles en cellulose. On est déjà en train d'utiliser des billes en verre pour tout ce qui est étalement des bactéries au lieu des étaleurs à usage unique. Alors, on a aussi acheté, alors c'est des pots plastiques, mais pour le coup, ils sont réutilisables et stérilisables parce que nous, par exemple, on utilisait les tubes de 50 ml pour alicoter notre sérum et puis après, ben, on jetait le tube une fois qu'on avait fini. Là, en fait, avec ces pots plastiques, ils sont vraiment très solides, donc on peut les laver, les restériliser et les réutiliser. Et bien sûr, on essaye de remplacer par du verre plutôt que par du plastique.
Donc, effectivement, là, je vous ai mis les bouteilles sans hésitation, c'est assez facile à faire. Les lames de comptage, nous, on avait des lames de Cova en plastique. Maintenant, on est repassé aux lames de Malassez, aux cellules de Malassez. On a essayé pendant un temps les tubes, mais en fait, en vrai, ça a été assez compliqué parce que les tubes, c'est assez difficile à nettoyer. C'est aussi pas très facile de trouver des équivalents de 15 ml ou de 50 ml ou même de tubes 1 ml ou 2 ml. Et souvent, il n'y a pas de quoi les fermer. Du coup, on peut pas vraiment centrifuger les cellules dedans. Enfin, c'est quelque chose qu'au finalement, on n'a pas vraiment réussi à maintenir. Par contre, ce que je vais vous présenter maintenant, donc le changement pour les pipettes en verre, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire, en tout cas au sein de mon équipe. Donc effectivement, les pipettes en verre, c'est ce qui représentait donc 40% des déchets chez Morwena. Nous, en fait, on a décidé de passer au verre, comme je le disais, pendant la pandémie de Covid, parce qu'en fait, on n'arrivait plus à s'approvisionner et on a voulu garder en fait l'usage unique pour justement tout ce qui était dangereux. Et du coup, on s'est décidé que pour la culture cellulaire, on pouvait, par exemple, la culture de confinement niveau 1, on pouvait utiliser du verre. Bien sûr, on garde pour tout ce qui est L2 et L3 et tous les produits dangereux, les pipettes en plastique à usage unique. Donc nous, on est une toute petite équipe. On est minimum 3, maximum 8. Donc en fait, on est en moyenne 5 personnes à expérimenter. Et donc, on a choisi un système qui est un laveur de pipettes qui se branche sur l'eau. Je vais vous montrer après. Et puis, en fait, de toute façon, on a aussi choisi ce système parce que normalement, on peut avoir des racks en fait qui se mettent dans les machines à laver de laverie. Mais nous, on voulait pas aussi surcharger Amélie, notre aide labo, qui est vraiment très sollicitée pour plein de choses. Donc déjà, la stérilisation, ça lui faisait du travail en plus. Donc, on a voulu garder le lavage pour nous, en fait. Donc, je vous ai juste mis ici une petite idée du prix. Donc, ça, c'est le pack standard, donc le lave-pipette. Ça, c'est quelque chose qui nous aide à retremper les pipettes dans l'éthanol et puis les paniers pour tremper, enfin, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est la base. Nous, on a racheté des paniers en plus pour être plus confortable dans le déroulement, pour pas avoir, dès qu'un panier est plein, se retrouver coincé, etc. Et puis surtout, on a acheté ça donc en 2020, donc je pense qu'il y a une petite inflation qui est passée par là. Donc je pense que maintenant, la mise de base, ça doit être quelque chose comme 200, peut-être 250 euros, je sais pas. Et là, je vous ai mis aussi le nombre de pipettes pour être tranquille, pour tourner régulièrement, effectivement, sans attendre la stérilisation ni le lavage. Euh, donc, en fait, c'est un total de, en gros, un peu plus de 2 000 euros, en sachant que nous, en fait, on n'a même pas mis cette mise de base. Parce que, en vrai, à Gustave Roussy, pendant longtemps, il y a eu un labo qui faisait des glycolipides et donc qui utilisait des pipettes en verre, notamment parce qu'il manipulait de l'acétone. Et ce labo a fermé et les pipettes sont restées dans les sous-sols de Gustave Roussy. Donc, on a juste eu à demander l'autorisation, les récupérer, les laver et les stériliser. Donc, en fait, on n'a même pas eu besoin de mettre ce prix de base. Et en fait, voici comment ça marche du coup. Donc, on stérilise nos pipettes dans des grands sachets plastiques. Donc, ça va avec l'autoclave classique de tous les autres produits de l'unité. Ensuite, sous la hotte, du coup, on remet les pipettes dans des canistères pour éviter d'avoir des sachets qui traînent. Et puis comme ça, les pipettes sont bien protégées de la casse et des salissures. Ensuite, on a un bécher qu'on utilise un peu comme on utiliserait pour les décontaminants en L2 ou en L3. Donc en fait, on met nos pipettes dedans, on fait des va-et-vient pour nettoyer, sauf que dans ce bécher, il n'y a que de l'éthanol 70, puisqu'en fait, ce qu'on manipule n'est absolument pas contaminé. Donc ensuite, une fois qu'on a fini notre expérience, on prend les pipettes et on les met dans le petit panier qui reste en phase de culture jusqu'à ce qu'il soit plein. Et une fois qu'il est plein, on le ramène et dans notre labo, on a donc branché ce petit système sur l'eau déminéralisée. Et donc on prend le panier, on le trempe dedans. Donc ça fonctionne avec un système de trop-plein, donc ça se remplit et puis ça se vide. Euh, et ensuite, on n'a plus qu'à égoutter les pipettes, les plonger
à nouveau dans un bain d'éthanol. On les laisse environ 5 minutes, voire plus si on a autre chose à faire. Puis on les réégoutte et on les laisse sécher. Et en fait, ce sera le suivant qui reviendra avec un autre panier qui, en fait, celle-ci étant sèche, pourra les mettre dans les sachets pour l'autoclave. Donc en gros, on remplit 2 paniers de 5 et 10 ml par semaine et un panier de pipettes d'aspiration. Donc ça fait un peu moins d'une dizaine de pipettes par jour et par personne. En gros, faire ces 3 paniers, le lavage, ça prend 15 minutes. Donc en fait, comme on est 5, du coup, c'est 15 minutes par personne toutes les 5 semaines, ce qui n'est pas non plus une contrainte très forte. Bon, après, c'est des moyennes. Il y a des fois où ça tourne plus vite et des fois où ça tourne moins vite. En termes de consommation, du coup, ça devrait être 16 litres d'eau normalement. Si on éteint tout de suite une fois que ça fait le trop-plein, ça peut être parfois plus si on l'oublie. Et puis, en termes d'éthanol 70, on consomme environ 30 litres d'éthanol 70 par an, puisqu'on change en fait ce bain en fait tous les mois. Euh, donc voilà. Et en bilan, donc la consommation annuelle estimée en plastique en équivalent, c'est toujours un peu moins de 10 pipettes par jour et par personne, c'était à peu près 2 700 € par an. Donc c'est toujours ça d'économiser. Et en termes de plastique, c'est environ 260 kilos de plastique, donc 50 kilos par personne, vu qu'on est 5. Euh, enfin un peu plus de 50 kilos par personne. Et du coup, comme je vous le disais, on doit être sûrement à plus que 60 kilos de déchets plastiques dans le laboratoire, mais en tout cas, ça fait une belle économie et ça correspondrait en fait à 1,1 tonne équivalent de CO2. Et donc, on fait ça depuis 6 ans. Donc, finalement, c'est un peu plus de 16 000 € économisés. En 6 ans, on a eu 0 contamination. On a testé nos cellules pour les mycoplasmes. On n'a pas de levure, pas de bactéries. Pourtant, elles sont passées en 6 ans quelque chose comme 6 stagiaires de M2, d'autres stagiaires divers et variés, plusieurs techniciens en contrat à durée déterminée. À chaque fois, les gens s'y sont faits et il n'y a pas eu de problème. On a eu 0 accident, pas de blessure, pas de coupure. En ce qui concerne la casse, c'est moins de 1% des pipettes. En fait, c'est surtout les pipettes Pasteur. Oui, les pipettes Pasteur, parce qu'en aspiration, on a encore des pipettes Pasteur qui en fait sont très fines et donc se cassent des fois dans les paniers. Et en fait, on fait plus face à la perte de sérigraphie en fait qu'à la vraiment casse des pipettes. Et puis, en vrai, c'est une réelle satisfaction personnelle. Je pense que c'est pour ça aussi que mes collègues m'ont suivi là-dessus. Parce que quand on passe plusieurs heures en culture et qu'en fait, quand on sort, on n'a quasi rien changé dans le volume de la poubelle, ben, c'est quand même très satisfaisant. Donc, pour résumer, il y a les modélisations ont montré que les stratégies combinant réduction, recyclage et substitution avec des matériels alternatifs au plastique pourraient permettre en fait la réduction de 50% de la pollution par les plastiques d'ici 2040. Donc, c'est vraiment important d'essayer de jouer sur ces 3 combinaisons. Alors, bien sûr, tous les plastiques ne peuvent pas être substitués. Notamment, nous, on a gardé effectivement pour les tubes parce que c'était compliqué ou pour manipuler les produits dangereux. Euh, Effectivement, ça a un coût en eau et j'ai hâte de voir le petit calculateur de Marianne parce que moi aussi, en fait, à chaque fois que je parle de laver les pipettes en verre, on me dit non, mais ça coûte de l'eau, ça coûte de l'énergie. Du coup, est-ce que c'est vraiment rentable? Et effectivement, ça coûte de l'eau et de l'énergie, qui n'est pas forcément facile à évaluer. Ça coûte en fait aussi du personnel ou si c'est comme si c'est les chercheurs qui le font, ben ça coûte du temps de recherche. Mais par contre, ce qui est encourageant, c'est a priori les études montrent que l'usage unique versus la réutilisation du plastique versus le verre, ben, ça peut quand même réduire jusqu'à 11 fois la consommation en équivalent CO2. Donc, je pense qu'il faut persister, en tout cas, dans ce système. Donc, pour finir, je voudrais remercier mon équipe qui, du coup, me suit dans tous les tests possibles et imaginables pour essayer de réduire l'impact environnemental de notre équipe. Je voudrais remercier aussi le groupe Green et plus particulièrement Morwena Le Guillou qui est quand même moteur, en fait,
enfin, dans les expérimentations et expériences de tout le groupe et qui nous permet en fait d'avancer et de trouver des solutions. D'ailleurs, dans ce groupe Green, en fait, on a fait un petit Green Guide qui est donc téléchargeable en français et en anglais. Alors, ce guide, il est vraiment axé sur les labos de Gustave Roussy, et notamment, il donne des conseils pour tout ce qui est déchets, ce qui n'est pas forcément adaptable à tous les instituts. Mais par contre, en fait, on a un site plus généraliste qui a été fait en fait avec les universités membres de l'UGLO, donc dont fait partie Paris-Saclay, et notamment avec l'université de Lund en Suède, de Porto au Portugal et de Munich en Allemagne, et qui là pour le coup est vraiment un site où il y a des conseils très très généralistes sur comment verdir son laboratoire. C'est en anglais. Voilà. Et puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aude. Est-ce qu'on a des questions pour Aude Hmm. sur sa présentation? Oui, moi j'avais une petite question. En termes de nombre de recyclages que vous faites, euh, au bout d'un certain temps, vous vous dites, bon, bah là, cette fois-ci, on met vraiment, on jette, ou est-ce que, j'imagine que c'est pas à l'infini. Vous voulez dire pour le plastique? Ouais, notamment les Pour- pipettes ou des flacons. Est-ce qu'il y a un moment où vous jugez que le risque de contamination ou de problème sur la manip fait qu'il vaut mieux jeter et reprendre du neuf? Bah, on n'a pas vraiment étudié spécifiquement ça. Après, nous, ce qu'on réutilise, à part pour les flasques de culture, où là, effectivement, on les garde peut-être, je sais pas, 4-5 passages maximum. Pour le Mhm. reste, en fait, sur ce qui est réutiliser les tubes 50 ml ou les choses comme ça, c'est surtout des choses de western. Et en fait, on le voit très vite. De toute façon, il y a un moment où le Mhm. plastique il devient plus terne et Mhm. en fait, c'est là qu'on se dit, on n'a pas, nous, de choses très sensibles. Enfin, on ne réutilise pas sur des choses très sensibles, en tout cas à la contamination ou à ce genre de choses. D'accord, Effectivement, merci. si c'est pour utiliser pour les cellules, je pense qu'il y a quelques cycles à respecter. Et c'est ce qui est, je pense, conseillé pour les pointes de pipette. Il me semble qu'il les recycle il conseille une vingtaine de fois ou quelque chose comme ça, seulement. Ok, merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Hum, c'est de gérer. Si vous avez levé la main. Ah oui, vas-y Muriel, je ne voyais pas qui avait Je levé la t'en main. prie. Oui, bonjour. Bah, bravo pour tout ça. C'est formidable, je dirais. C'est vraiment c'est encourageant et enthousiasmant. Moi, j'ai une question par rapport aux gants, parce que dans l'intro, vous avez bien expliqué que les gants, c'est un des postes non négligeables. Est-ce que vous êtes passé aux gants latex et sinon pourquoi? C'est quoi le frein pour, à part l'allergie de 1% de la population, c'est quoi le frein à ne pas revenir au latex? Moi, j'avoue qu'on ne s'est pas spécialement posé la question de revenir au latex. Donc, je saurais pas répondre à cette question. En fait, effectivement, à part l'allergie, il n'y a peut-être pas grand-chose. Non, j'ai pas réfléchi en fait Parce que à la matière des gants en fait. nous-mêmes, on a switché, bah, comme tout le monde, hein, comme tous les labos en France, on a tous switché progressivement vers le plastique. Parce Mm. qu'au début, enfin nous, c'était vraiment pour simplifier. On a même marre d'avoir plein de sortes de gants différents. Ensuite, mais à part, bah, donc là, moi, je me suis récemment reposé la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas au latex, qui est une matière naturelle et qui éviterait le plastique? Après, de ce que je comprends, c'est un peu plus cher, mais à part le frein de c'est plus cher, et peut-être que c'est moins, un peu plus poreux, mais je trouve pas d'informations réelles là-dessus. Et en tout cas, pour toutes les activités non réellement dangereuses, je vois pas pourquoi on revient pas au latex. Et je sais qu'il y a des labos qui sont au latex, c'est pour ça que je pose la question. Non, moi, franchement, j'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant. Après, je sais pas dans quelle mesure l'exploitation du caoutchouc et l'environnement font bon ménage. J'avoue que j'ai pas la réponse, mais c'est vraiment un point effectivement peut-être à soulever. Ouais, Est-ce j'avais est-ce une que remarque là-dessus, effectivement, si je Ouais. peux me permettre. Il y a quand même quelques études qui comparent en ACV, hein, latex et nitrile.
Et latex, c'est un petit peu mieux à poids égal. Et souvent, ils sont un peu plus lourds. Mais c'est pas, c'est peut-être 10%, quoi, hein. C'est, parce qu'en fait, il faut énormément de gaz pour je vais y arriver, pour concentrer la sève d'EVA brute, qui est très liquide. Et après, les process, bon, enfin, c'est ok, c'est biosourcé, mais au niveau de l'analyse du cycle de vie total, c'est pas tellement mieux que le nitrile. Donc, D'accord. réutiliser, c'est beaucoup mieux. Ou d'utiliser que quand c'est nécessaire, quoi. Mm. Exactement. Oui, si les gants étaient recyclés, ok, mais s'ils finissent incinérés ou parce qu'il y a aussi quand même le côté toxique qui est pas forcément pris en compte. C'est pas parce que Bah, ils sont incinérés dans tous les cas, donc il n'y a pas de toxicité différente de l'un et de l'autre. Et pour le coup, l'étude à laquelle je pense, ça montre que le recyclage est pire que l'incinération au niveau analyse de cycle de vie. Parce qu'en fait, le caoutchouc perd énormément de ses propriétés au recyclage. Donc en fait, il faut des produits plus lourds et enfin, au niveau cycle de vie global, vaut mieux pas recycler les gants, D'accord. Et du coup, tu malheureusement. préconiserais pas de switcher au latex? Bah, si vous en trouvez des fins, si. Enfin, moi, j'essaye d'utiliser, c'est quand même mieux. Hmm, Mais voilà, c'est pas énorme la différence et il faut d'accord. surtout faire bien attention au poids. Et souvent, après, Ok. moi, là, c'est pas moi qui m'occupe des références de gants, Non, mais c'est c'est la vrai, j'avais pas prévention. pensé au poids. T'as raison. Ouais. C'est la C'est prévention et vrai, c'est souvent, plus lourd. Ouais. ouais, il y en a des latex tout fins, mais qui ont, du coup, ont pas les mêmes normes. Enfin, là, je vais pas m'avancer. Faire attention. Ouais. Merci. Ouais. Moi, j'avais une question, Aude. Excuse-moi, c'est peut-être que j'ai pas entendu ce que tu as dit sur ta présentation. À la fin, tu avais des bilans en euros et en tonnes de carbone. Ça, c'était c'est les dépenses évitées, c'est ça? Oui, Les émissions et les dépenses évitées. Ok. ouais. Moi, j'avais une question, du coup. Ouais, C'est pardon pour compléter, en proportion de en proportion de ce que vous émettez, du coup, vous avez réussi à arriver à quelle réduction Ouais, alors moi j'étais ouais. mauvaise élève, j'ai pas fait le bilan, hein, D'accord. de l'unité encore, parce qu'en fait le problème effectivement c'est de pouvoir faire le bilan avec tous les sources d'achat et c'est un peu compliqué dans l'unité parce que il y a plus de trois tutelles donc et Gustave Roussy c'est très compliqué pour avoir le montant de tous les achats, en sachant qu'il y a des membres, enfin des équipes chez nous qui ont la majorité de leur argent qui est donné par Gustave Roussy. Donc effectivement, je ne saurais pas dire comme ça globalement ce qu'on a réduit. En tout cas, je pense que pour les pipettes, on a réduit de plus de 80% nous ce qu'on D'accord. faisait. Marianne, vas-y. Oui, c'était sur les pipettes, donc c'est vraiment super votre système, je connaissais pas. Nous, effectivement, il y a certaines unités qui réutilisent les pipettes, mais c'est avec les laveurs spéciales de machines à laver, donc on n'est pas autonome dans les équipes. Et donc voilà, ça marche pas très bien. Et est-ce que tu serais d'accord pour partager très concrètement ce que vous faites, la référence du matériel, les temps d'incubation et tout ça? Enfin, moi, ça m'intéresserait vraiment d'essayer chez nous. Et je pense qu'il Ouais. y en a d'autres. Enfin, peut-être que tu as déjà ça rédigé. Non, je l'ai pas rédigé, mais c'est pas très. Enfin, de toute façon, on fait pas grand-chose de compliqué. Non, mais ça peut Il- toujours gagner un petit peu de temps. Voilà. Ouais, et il Comme faut vous juste avez que testé sur 5 ans qu'il n'y a pas de contamination, c'est super précieux cette information. ouais. Et surtout, du coup, enfin, faut juste que je retrouve la référence du laveur de pipette, mais ça devrait aller. Voilà, le détergent que vous utilisez, enfin tous les. Voilà, ce serait super. Même Pas de si, problème. même si ça pouvait être, enfin, j'abuse un peu, Audin, mais si Mm. vous faisiez un petit protocole vidéo, je pense que ça aurait beaucoup de succès. Une démonstration, oui, pourquoi pas. J'ai essayé de convaincre une de mes collègues de, de passer à la télé. Je note. Et du coup, j'ai une autre question sur les pointes de pipette.
Donc vous êtes passé aux recherches. Donc ça, nous, on a fait aussi. On se pose des questions si de temps en temps il faut laver les boîtes ou des choses comme ça. J'étais curieuse de savoir comment vous faites chez vous. Alors, nous, on lave pas les boîtes. En culture, en fait, on garde les mêmes boîtes sous la hotte, puisqu'on recharge avec la version stérile. Et on a fait ça aussi pour le L2 parce que ça nous évite en fait beaucoup de gaspillage de sortie de boîtes dans les DASTRI. Et pour le labo, c'est pareil, en fait, on a des boîtes, nous, sur nos paillasses qu'on recharge automatiquement. Et donc, quand elles sont sales, effectivement, on les lave, mais c'est rare quand même qu'elles soient salies. Souvent, elles cassent, en fait, avant de... Ok. Ouais, non, je pense qu'effectivement, un point qui est clé, c'est de laisser la boîte sous le PSM dans les L2. Mm. Ouais, on réussir à convaincre. Mais c'est bien d'avoir des retours d'expérience comme ça pour ça, je peux dire aux collègues, Gustave Roussy, ça marche. Merci. De rien. Je, je viens de tomber sur ces modèles. Alors, excusez-moi, j'ai fait une recherche sur Brave et du coup, ça m'a envoyé sur Amazon, mais apparemment, ça existe des tubes qui sont des imitations de tubes Falcon, mais en verre, Ah, avec les ouais, populations et tout. Je viens de mettre Ça la existe, ça dans. c'est sûr. Et, ouais, j'avoue que j'avais cherché que sur l'UGAP ou sur les fournisseurs classiques et que c'est pas évident en fait de voir ce qu'il y a. Ça existe, après, si je peux me permettre, c'est plus c'est dur à laver et moins c'est intéressant d'un point de vue empreinte environnementale. Enfin, c'est ce que je Ouais, vais te présenter après. d'accord. ouais. Nous, c'était vraiment ça aussi, parce qu'en fait, il faut arriver à les plonger, il faudrait les nettoyer un par un, et c'est vraiment en fonction de ce qu'on met dedans, c'est vraiment pas facile en fait. Parce que pour les pipettes, ce qui est bien, c'est qu'il y a une circulation d'eau à travers la pipette, c'est ça? Ouais, et puis en fait, on le fait immédiatement aussi, puisque Ouais. avant même de Mm. on les utilise et c'est tout de suite après, donc ça n'a pas le temps de sécher, et après, effectivement, c'est facile ça passe à travers, donc c'est facile à nettoyer. Et Et encore, du des coup, fois, enfin, on a eu un moment là, on a dû repasser des lots de pipettes à laver parce qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient restées au milieu. Comme on a ce problème en fait de la sérigraphie qui, sur certaines pipettes, s'efface au fur et à mesure. En mhm. fait, ça fait des microparticules dans les différents contenants qu'on utilise pour les nettoyer. Donc, on a dû effectivement se refaire un nettoyage de tout le système, mais avant d'avoir des contaminations, du coup. Et du coup, j'ai encore une question. Je suis en train de réaliser que nous, on serait probablement pas autorisés à faire ça parce que nos micro-organismes, après, ils se retrouvent dans l'évier. Alors, Ouais. ou alors, c'est des pipettes qui servent que pour du milieu, c'est ça, que vous faites laver? Ben nous, non, on prend les cellules, on met les cellules aussi, mais en fait, on a ce bécher qui nous sert à les nettoyer sous la hotte. Et après, vous faites quoi du liquide qui a servi à nettoyer? Ben, on le met on l'aspire comme avec l'aspiration, et l'aspiration après elle va dans des bidons qui sont évacués dans les déchets D'accord. biologiques. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, faut compter le bidon. Oui, non, on n'a pas compté effectivement tout, tout, euh, tout le bidon, mais c'est aussi un impact en plus effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Aude? Ah oui, Juliette. Oui, tout à fait. J'ai une question. J'aimerais savoir si vous avez la référence du fournisseur de laveur de pipettes. Il faut que je la retrouve, hein, mais je crois que c'est pas très difficile à retrouver. Je vais essayer de la retrouver et de la mettre dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Sinon, Aude, peut-être qui est possible, c'est est-ce que tu serais d'accord pour que ta présentation, en plus du webinaire vidéo, est-ce que pour que ta présentation soit uploadée au format PDF sur le site de la fac? Et à ce moment-là, Euh, tu peux ouais, peut-être prendre le temps de trouver la référence du laveur de pipette et la mettre dans ta présentation. Ah bah tu l'as retrouvée, d'accord, super. ouais, et là, je l'ai. Du coup, je sais pas, enfin, en tout cas, il est disponible chez plein de fournisseurs, hein. Ça, c'est le premier fournisseur que j'ai trouvé, mais je pense que nous, on l'a acheté, c'est un fournisseur plus classique, mais au moins, il y a la référence, c'est Cartel, quelque chose. Mhm.
Et moi, j'étais Ensuite, intéressée aussi par la référence de l'article que tu cites en introduction sur l'utilisation des plastiques dans MBO. ouais, Si jamais euh, tu mets ta- oui, il doit être quelque part. Il est là. Hop. Euh, Biblio, il est là. Hop. Forcément, il s'ouvre pas sur le bon écran. Et voilà. Donc, c'est celui-ci. Je sais pas s'il y a un DOI. Ouais, il est là. Je vais le coller aussi dans le. Merci. Hop, 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 hop. Je rends l'écran. Merci Aude. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Aude? Alors d'accord, du coup on va passer à la présentation de Marianne. Normalement Marianne, tu dois pouvoir partager ton écran. Alors, partager. Que c'est bon pour vous ou est-ce que vous voyez aussi en mode C'est quoi le mode présentateur? alors, comment on fait? Dans paramètres d'affichage en haut, tu peux choisir d'arrêter le mode présentateur. Alors, paramètres d'affichage, c'est ici. Basculer entre le mode présentateur et déploiement. C'est Voilà. bon? Ouais, super. Ah, j'étais pas à la première page. Du coup, comme on n'est pas très nombreux, moi j'ai envie de vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est peut-être un peu technique ou au contraire pas assez précis. Enfin, on verra bien hein, si j'ai pas si c'est clair, ça va, mais si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, c'est tout bon, j'y vais? Oui, vas-y Marianne. Ok. Donc l'outil Ecolabware, là, c'est un petit calculateur qui est, donc, comme je vous expliquais, basé sur les consommables en plastique qu'on utilise principalement dans le labo. Donc c'est un petit peu différent. On a un labo de microbiologie, donc nous, on utilise beaucoup de tubes. Je vais vous présenter ça. Et c'est un travail donc, qui a été réalisé avec un petit stagiaire de licence qui a fait toutes les mesures, toutes les études dans la prépa laverie de consommation. Et Sophie Schbat et Jérôme Mariette pour la partie programmation. Du coup, bah, le point de départ, c'est exactement le même que ce qui a été présenté, hein. C'est que finalement, j'avais fait une petite étude des consommables plastiques dans un labo sciences de la vie. C'est autant que les trajets domicile-travail en impact carbone. Et puis, c'est beaucoup de déchets, etc. Donc, c'est important de s'y atteler, de trouver des substitutions. Et donc, voilà, ici, c'était pour montrer des petits exemples d'empreinte carbone de chacun. C'est pas négligeable. Je vais aller rapidement là-dessus. Et cet outil, il a été développé, il est en anglais, mais je vais parler en français, hein. J'ai repris une présentation que j'avais déjà préparée. Effectivement, on va comparer à l'usage unique tout ce qu'il faut comme énergie, matériel, même si on a vu qu'on peut faire avec très simple finalement pour laver. Est-ce que ça vaut le coup? Donc la question revenait tout le temps auprès de mes collègues. Donc je me suis lancée pour faire un petit calcul de type en analyse de cycle de vie. Donc trois catégories de matériel, les tubes. Donc comme nous on a un labo de microbiome, en fait on utilise beaucoup les tubes pour faire de la croissance de bactéries, pas seulement pour centrifuger. Mais souvent finalement pour faire ces croissances de bactéries, bah, les gens ils prennent des tubes de centrifugation. Donc ça peut être l'équivalent en fait d'une tube 50 ml ou 15 ml. Les pipettes. Donc nous, on n'est pas passé aux pipettes en verre, mais dans le labo d'à côté de virologie, comme ce qui a été présenté en fait précédemment pendant la période Covid, ils ont trouvé une rupture de plastique et donc ils ont mis en place un système de réutilisation de pipettes en verre. Donc on a pris leurs données et des ARN. Donc l'analyse que j'ai faite, c'est en cycle de vie, c'est-à-dire que ça va quantifier tous les flux physiques de matière et d'énergie qui entrent dans la fabrication
de chaque type de matériel. Donc ça va depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc pour nous, c'est de l'incinération avec la réglementation des labos françaises. Donc en gros, ben, il y a un travail d'inventaire de cycle de vie. Donc ça qui a été fait en partie par le stagiaire dont je vous ai parlé. Donc il faut quantifier toutes les quantités, les kilowattheures d'électricité, d'eau, ou le poids des tubes, etc. On utilise des bases de données d'impact environnementaux. Donc nous, on a utilisé surtout l'ADEME, Ecoinvent, et certains calculs qui ont été faits par Ecovamed. En fait, Ecovamed, c'est une entreprise qui est créée par mon mari et qui fait de l'analyse de cycle de vie de produits de santé. Donc c'était assez pratique et quand j'avais pas de facteur d'émission, nous, on l'a calculé. Et ensuite, les impacts environnementaux qui sont sortis par cet outil, on en a fait que 2. Il y en a 16 dans une ACV globale, mais là, nous, pour simplifier, on en a pris que 2. Donc, climate change, donc en gros, c'est les kilos de CO2 équivalent, donc ça, vous connaissez. Et je crois que ce qui vous intéressait surtout aujourd'hui, c'est le deuxième impact, c'est alors ce qui est appelé un ACV en anglais Water Scarcity Footprint ou Water Use. Je vais détailler ce que c'est sur la diapo suivante parce que finalement, c'est pas tellement intuitif et c'est exprimé en mètres cubes World Equivalent. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette empreinte eau monocritère par opposition à empreinte eau ou Water Scarcity Footprint? C'est pour représenter, et ça, moi j'ai appris beaucoup de choses, je connaissais pas du tout, c'est à quel point l'utilisation d'un produit ou la fabrication d'un produit va diminuer la quantité d'eau disponible pour les écosystèmes ou les humains. Donc c'est vraiment une notion je vais mélanger l'anglais et le français, mais de raréfaction de la ressource en eau. C'est pas du tout la même chose que des volumes d'eau au robinet. Donc c'est une méthode qui est consensuelle au niveau de l'Europe, la méthode qu'on a utilisée. Alors, voilà, ici vous avez la définition. Donc cette Water Scarcity Footprint, en fait, ça prend en compte, donc chaque mot est important. Water Consumption, donc la consommation en eau, qui est pondérée par un indice moyen de rareté de l'eau dans les écosystèmes. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, si on utilise 1 m³ d'eau en Amazonie, ça n'a pas du tout le même impact si on utilise 1 m³ d'eau dans le désert du Kalahari. Donc ça, c'est assez intuitif. Et donc ce scarcity factor, il va de 0,1 à 100. Vous avez ici sur la carte, c'est des indices qui sont régionalisés. Avec, vous voyez, les régions humides, c'est très faible, et puis les régions sèches, c'est très haut. Donc ça, c'est pour ce scarcity factor. Là, vraiment la limite de ce que j'ai utilisé, c'est que les données qui sont disponibles dans EcoInvent, ce sont des moyennes mondiales, c'est World Average Factor, qui est de 43. Donc voilà, c'est comme ça reflète la rareté moyenne sur Terre. Alors, il se trouve que ce chiffre, en fait, est pratiquement la moyenne de la Chine et qu'il y a quand même une grande partie de nos consommables plastiques qui viennent de Chine, donc c'est assez pratique. Par contre, si c'est un petit peu plus faible, donc l'eau est un peu moins rare aux États-Unis, en Allemagne, elle est moins rare aussi, de l'ordre de 7. Au Danemark, où il pleut beaucoup, ce serait 1,5, etc. Donc, on en reparlera, ça, peut-être avec les résultats, ce sera plus clair. Donc ça, c'est pour cet indice de rareté de l'eau. Et le deuxième mot qui est important, c'est cette notion de water consumption, consommation d'eau. C'est pas du tout la même chose que prélèvement. Donc ça aussi, c'est encore très différent de volume d'eau utilisé au robinet. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que en tout cas en région parisienne, quand on prend 1 litre d'eau au robinet pour laver et qui repart au robinet, il vient de la Seine et il retourne à la Seine. Il peut y avoir des fuites, mais les fuites, elles vont dans le sol et éventuellement, ça va être la nappe phréatique ou les affluents, etc. Et donc, pour les hydrologues, cette eau, elle n'a pas été enlevée à l'écosystème. C'est minime, quoi.
si on prend 1 litre d'eau et qu'il y a 1 litre d'eau qui revient, on a consommé rien. Donc, bon, pour moi, c'était une découverte, mais ça a l'air d'être consensuel, cette notion-là. Par contre, du coup, ce qui va être consommé, essentiellement, dans les procédés, c'est l'évaporation. Donc, dans ce qui nous occupe, nous, pour les plastiques, ça va être principalement cette évaporation d'eau, elle est liée à la génération d'électricité. On sait qu'il faut de l'eau pour rafraîchir les générateurs, que ce soit l'énergie nucléaire, mais pas que. Il y a toujours de l'eau qui est associée à la création d'électricité. Et aussi l'eau qui est utilisée dans les process de fabrication du plastique eux-mêmes. En fait, il y a beaucoup d'eau qui est nécessaire pour refroidir à un moment du procédé. Voilà pour ce petit facteur qui est beaucoup moins intuitif, donc ce critère dont on parle beaucoup moins que celui sur le climat. Alors du coup, j'avais préparé cette présentation pour le GDR Labo 1.5 avec pas mal de détails, mais je peux aller rapidement. C'est juste pour illustrer en fait ce qu'on prend en compte, que ce soit un tube réutilisable ou un tube plastique, les différentes étapes du cycle de vie qui sont prises en compte, et que au début je pensais que c'était un petit calcul qui serait fait en une semaine, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc pour ce qui est réutilisable, donc on prend la fabrication du verre ici, son moulage, le fait qu'il soit transformé, à chaque fois il y a le transport. Et puis dans le petit carré vert, c'est tout ce qui est dans le labo. Donc nous, tout est stérilisé. L'utilisation n'est pas prise en compte. Ensuite, donc comme on travaille avec des bactéries, qu'elles soient niveau 1 ou niveau 2, c'est des OGM, donc dans tous les cas, c'est inactivé thermiquement. Donc c'est une autre autoclave en gros. Ensuite, seulement, c'est lavé. Ensuite, avec ces trempes, ça c'est un trempage en fait. Après, il y a un lavage manuel. Après, il y a un lavage machine et c'est stérilisé. Et ça, c'est pour pratiquement tout ce qu'on utilise. Il y a l'ensemble de ces actions qui sont utilisées. Et ensuite, à la fin de vie, exactement comme ce qui vous a été expliqué avant, je me suis réalisé au cours de ce travail que la casse, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Souvent, en fait, les matériels en verre, ils sont mis au rebut parce que ils sont abîmés et donc les utilisateurs n'en veulent plus. Soit effectivement on voit plus les graduations, soit ils sont un petit peu rayés et donc ils paraissent sales mais ils ne le sont pas. Enfin voilà, donc ça c'est les préparateurs qui décident, celui-là il est trop usé, en gros on le jette. Et la casse, a priori, d'après l'enquête que j'ai pu mener, c'est très très rare. Il n'y a jamais eu d'accident non plus dans notre labo, donc on utilise toujours du verre. Single use, c'est plus simple, donc il y a toujours le matériel en matière première, donc transformation, ici beaucoup d'eau. Stérilisation, parce que ça, nous souvent, en fait, quand on achète les plastiques à usage unique, ils sont déjà stérilisés. L'utilisation, hop, il faut que... Bon, il me gêne ça, mais je peux le mettre, pas grave, ici, voilà. Et ensuite, c'est incinéré. Donc juste pour vous donner un exemple sur une étape, en fait, tout ce qui est pris en compte. Par exemple, ici, ça va être une activation qui est un autoclave. On quantifie l'électricité. Donc ça, avec des prix électriciens, ils ont installé un petit wattmètre là. La quantité d'eau du robinet, la quantité d'eau déionisée, la fabrication de l'autoclave. Et puis, nous, on a rajouté aussi, ce qui n'est pas toujours le nécessaire dans les analyses de cycle de vie, mais le personnel, en fait, et commuting to work, l'énergie utilisée pour venir travailler. Ça nous a aussi été utile en fait parce que du coup on a comptabilisé le temps qui était utilisé par le personnel pour faire ça. Parce qu'on avait aussi l'idée après de transformer ça en coût, mais on n'a pas eu le temps. Et puis aussi tout ce qui est protection des agents qui viennent prendre le matériel qui est contaminé. Voilà. Donc ça c'est le petit stagiaire qui a fait tout ce genre de calcul. Donc c'est pas évident, par exemple pour l'électricité qui est nécessaire pour autoclaver un type de matériel. On a fait des estimations si l'autoclave était entièrement rempli avec que ce type de matériel. Pour chaque type de matériel. On n'a pas fait de mélange, mais non, ça change pas grand-chose. Donc vous avez un petit outil qui est disponible maintenant sur Laban 1.5. Donc le site de Laban 1.5, je ne sais pas si vous connaissez, dans les outils.
Il y a plein d'outils et il y a notamment Calculator et Colabware. Mais les images que je vais vous montrer après pour illustrer, en fait, c'était celles de l'application en développement qu'on avait fait ici à INRAE. Donc c'est sur ce site-là, elle existe toujours, mais elle est plus utilisée. Et si vous avez plein de questions aussi, alors on a fait une publication, mais qu'on n'a pas soumis à un journal parce que ça prend trop de temps, mais on l'a déposée sur un dépôt HAL, et donc il y a un identifiant si vous voulez avoir tous les détails, ils sont disponibles. Donc, les questions qui doivent être entrées par l'utilisateur, c'est le type de plastique, parce qu'en fait, ça a vraiment un impact important. Le polystyrène a un impact beaucoup plus important que le polypropylène, par exemple. Le poids, donc ça c'est pour l'usage unique, hein. La zone de fabrication, alors il n'y a que 3 zones, hein. Europe, Asie, Amérique. C'est les zones qu'on a identifiées comme principales productrices. Est-ce qu'il est stérile ou pas? Parce que finalement, ce processus de stérilisation consomme aussi beaucoup d'énergie, même si c'est pas au labo, ça on le voit pas forcément. Et est-ce qu'il y a une étape de décontamination? Et ça veut dire en fait, est-ce que ça doit être autoclavé avant d'être lavé? Ça compte aussi. Ça, c'est toutes les hypothèses qu'on a prises, hein, pour le calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Marianne, Ouais. excuse-moi, en fait, moi, je ne fais pas de biologie et du coup, je ne sais pas ce que c'est la différence entre stériliser et autoclaver. Euh, alors, stériliser, c'est défini par une notion de, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais il faut qu'il y ait une diminution de la charge infectieuse de l'ordre de 10 puissance 8. Donc, si on met 10 puissance 8 bactéries, il faut qu'il n'y en ait plus que 100 à la fin. Et décontaminé, c'est de 10 puissance 6 seulement. En fait, D'accord. c'est très technique, mais pour les hôpitaux, j'ai compris que c'était important. En fait, quand tu dois stériliser, c'est dans une autoclave, c'est stérilisé à la vapeur, et donc il faut que la vapeur pénètre dans le matériel. Donc on peut pas mettre dans un sac fermé, parce que sinon la vapeur chauffe moins, quoi. Enfin, c'est moins efficace, parce que j'ai compris. Alors que quand nous finalement décontaminé, c'est dans des sacs fermés, c'est mis dans l'autoclave, c'est le même cycle, hein, c'est la même quantité d'énergie, etc. Mais la vapeur ne pénètre pas dans le sac, et donc c'est un peu moins efficace, et donc on a 2 logs de différence je sais plus comment c'est le terme, en décontamination. Je sais pas si c'est clair du coup. C'est moins total. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok. Du coup, c'était pour présenter les valeurs optionnelles. Donc effectivement, comme on prend en compte que c'est réutilisé, le nombre de fois que le matériel est réutilisé. Sinon, par défaut, c'est ce qu'on a calculé nous dans l'unité. Donc c'est de l'ordre de 20 à 30 fois pour chaque type de matériel. Le nombre de paires de gants utilisés, parce que ça, finalement, ça peut avoir une empreinte, ça peut vraiment augmenter l'empreinte environnementale de la réutilisation si on utilise beaucoup de gants pour prendre le matériel, sortir, etc. Le nombre de cycles d'autoclave par semaine, parce qu'en fait, on a pris en compte aussi l'empreinte environnementale de la fabrication du matériel et donc de l'autoclave. Et donc, un labo qui aurait une très faible utilisation de son autoclave, finalement, ça peserait beaucoup, la fabrication du matériel. Donc, ça, c'est pris en compte ici. Ça, c'est pour le weight de l'autoclave, c'est pour estimer justement l'empreinte de la fabrication de l'autoclave ou le volume. C'est la même chose, hein. C'est parce que on s'est dit que les utilisateurs connaissaient l'un ou l'autre. Et tout ça, ça a un impact sur le résultat. C'est pour ça qu'au début, moi, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu, je me disais, mais ces calculateurs automatiques d'expérience globale, ça va jamais marcher parce que c'est tellement dépendant du fonctionnement du labo, etc. Mais bon, au final, je suis un peu revenue là-dessus. Je pense que ça a quand même des intérêts parce que les résultats sont robustes, mais j'avais pas imaginé au début que tous ces facteurs-là avaient un impact. Donc ça, c'est toutes les hypothèses qu'on a posées. On a mis tout ça au clair. Donc ça, c'est basé encore une fois sur... il y a des trucs fixes, hein. L'énergie nécessaire pour chauffer 1 litre d'eau à 37 degrés, bon, ça, on l'a pas inventé. Mais par exemple, le volume de détergent qui est assez clé en fait, qui est utilisé par type de matériel, on a fait des hypothèses de ce type-là.
Donc 1%, détergent dilué à 1% et à peu près le volume du... Si par exemple pour un tube de 50 ml, on va utiliser 50 ml de détergent dilué pour le trempage. Bon, etc. Je vais pas aller dans tous les détails. Ça, c'était pour vous montrer aussi qu'on a fait toute une recherche en fait, parce que on s'est dit que nous, on a les données sur nos types d'autoclaves, mais qui sont des grosses autoclaves. Et du coup, on a enquêté auprès d'autres labos qui ont des plus petites autoclaves pour avoir une donnée de kilowattheure par type de matériel, selon le volume de l'autoclave. Et on était très contents parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même assez constant. C'était pas forcément intuitif pour moi qu'on ait une autoclave de 30 litres ou de 600 litres. Si elle est remplie par type de matériel, bah, c'est équivalent, donc c'est bien. On a pu mettre une valeur fixe dans le calculateur. Et donc voilà des exemples de résultats. Donc ça, encore une fois, c'est sur l'ancienne interface, hein. C'est pas l'interface de la Bon.5, mais ça change rien au message. Donc ici, c'est pour une pipette de 10 ml. Donc on voit que ce soit carbon footprint ou sur l'eau, le plastique à usage unique, c'est plus haut que le verre réutilisable. Alors, je dis toujours verre réutilisable, mais en fait, si c'est du plastique réutilisable, c'est pareil. C'est vraiment usage unique versus réutilisable qui est le mot-clé à retenir ici dans notre cas. Le calculateur, en fait, il montre par étape du cycle de vie qu'est-ce qui compte le plus. Donc, bah, sans surprise, hein, pour le verre, c'est le lavage. Alors que pour le plastique, c'est la fabrication et la fin de vie, donc en marron et en vert ici. Le transport, il est sûrement un petit peu sous-estimé, donc c'est transport et packaging. C'est pas très évident de trouver des données et moi j'ai pris en compte que le packaging primaire, c'est-à-dire vraiment le carton qui va emballer vos pipettes, alors que souvent ça arrive dans un autre grand carton. Bon, tout ça pour dire que c'est sûrement un peu plus fort ça, ce orange, mais ça change pas le résultat. Ça, c'est pour un exemple. Si on regarde sur l'ensemble des items sur lesquels on peut travailler, ben, on a le même résultat partout. Donc, l'usage unique, c'est mieux que le réutilisable, que ce soit pour le carbone ou pour l'eau, sachant qu'ici, sachant qu'ici, on a notre facteur mondial qui est non régionalisé. Donc, il y aurait encore beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer, hein, mais le message global, c'est le même. En fait, le message à faire passer à vos collègues, s'ils ont des doutes là-dessus, c'est qu'en fait, la fabrication du plastique nécessite beaucoup d'eau. Et ça, c'est de l'eau qu'ils ne voient pas par rapport à l'eau qui est utilisée pour laver. Mais en fait, c'est mieux de laver que de fabriquer. Ah oui, et ça, c'était juste pour illustrer ce que j'ai dit rapidement là dans les commentaires, que finalement, plus c'est dur à laver, et moins c'est vrai, ce résultat global quand même. Donc, ce petit calculateur, il peut être utilisé aussi pour comparer différents tubes en plastique. Parce que nous, dans notre labo, les gens, par facilité, ils utilisaient des tubes centrifugés, là, en Falcon, en polypropylène, pour tout. Mais c'est selon le volume du tube, son poids, si c'est du polystyrène ou du polypropylène, vous voyez, on diminue l'empreinte de carbone ici, hein, par plus que 2. Donc ici, un tube en polypropylène de 14 ml versus un tube en polystyrène de 15 ml. C'est énorme, hein. Donc ça, c'est pour voilà, avoir en tête aussi ce genre d'ordre de grandeur. La quantité de détergent, on a vu aussi que c'était vraiment clé. Donc, nous, on a pris dans notre calculateur ce qui était indiqué par les fabricants, mais on a vu que certains labos, ils en utilisent beaucoup plus et c'est pas forcément génial. Ce qui compte beaucoup, en fait, aussi, c'est le bidon, hein, le packaging, pas seulement la fabrication du détergent. Mais ça change pas le résultat global, c'est toujours mieux sur le réutilisable. Mais j'en profite pour faire passer ces petits messages. Faut pas utiliser plus que nécessaire. Et ça, c'était, voilà, finalement, je reviens sur cet exemple. Donc, on a certains tubes qui sont sales, et donc les agents de prépa sont obligés de les laver à la main avec de l'eau courante et des écouvillons.
Et là, du coup, si on rajoute cette étape de lavage à la main, comme ils utilisent de l'eau chaude, enfin de l'eau chaude, de l'eau tiède, hein, entre 30 et 40 degrés, qui est chauffée chez nous avec une chaudière à gaz, et ben ça triple l'empreinte environnementale du tube. Et là, on passe au-dessus d'un tube à usage unique en plastique équivalent. Et ça, c'est avec les facteurs d'émission d'électricité en France. Mais si on est en Pologne, par exemple, où ils font beaucoup d'électricité avec du charbon, voilà, sur le même tube, on est encore largement au-dessus du tube à usage unique en polypropylène. C'était juste pour mettre un petit bémol sur plus c'est sale, moins cette tendance est vraie que le réutilisable c'est mieux que l'usage unique et que évidemment l'empreinte, le facteur d'émission de l'électricité est clé dans les résultats. Marianne, est-ce que tu Ouais, peux revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît? Tu peux rappeler les conditions de... Ah non, 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 c'était bien avec les histogrammes, là. Les conditions, ça correspond à quelles conditions l'histogramme, le premier histogramme pour le vert, celui qui est le plus bas? c'est où il y a pas donc il y a juste du trempage Mhm, qu'on met dans des bassines. mhm. Ensuite, on fait un autoclave pour décontaminer, une machine à laver, un autre autoclave et voilà. D'accord. Donc c'est lavage en machine. Ok. Et Marianne, j'ai une question aussi. Est-ce que j'ai pas bien compris si par exemple les tubes en plastique ils finissent dans des poubelles d'acherie et qu'elles sont ensuite incinérées, est-ce que c'est pris en compte cette partie-là? Ouais, c'est la partie verte. C'est fin de vie. D'accord, ouais. Mm. Ok, donc c'est pris en compte et la façon dont c'est, parce que des fois ça part en déchets ménagers, des fois ça part en décherie. C'est sûr que parfois ça part en déchets ménagers. Oui, en déchets, non, c'est pas ménager, c'est déchets industriels banalisés, exactement le terme. Par Ah exemple, oui, nous, ça part à l'hôpital quand c'est pas souillé, entre guillemets, ça part dans ouais, des poubelles blanches qui ouais, sont ouais, ouais. des DIB. Ouais. Et alors en Île-de-France, mais j'ai pas fait tous les centres de France, hein, mais en Île-de-France, tout ce qui part dans la Beauce est incinéré. Ça va dans le même incinérateur que le Dasri, parce que j'avais fait ma petite enquête aussi. La D'accord. seule différence, c'est que Dasri, il n'y a pas d'intervention humaine sur la manipulation de la poubelle. Ok. Donc Mais l'empreinte, c'est le même coût empreinte. Je croyais que c'était moins l'empreinte, mais c'est ben, si pareil. on prend les données de l'ADEME, c'est très différent, mais parce que j'ai compris que les données de l'ADEME, elles sont basées sur le contenu moyen des poubelles, mais pas. En fait, le tube, c'est un polymère plastique, donc avec plein d'atomes de carbone. Et quand on l'incinère, chaque atome de carbone va donner une molécule de CO2. Ok. Quelle que soit. De toute façon, c'est la même Mm. température à 10 degrés près, hein, que ce soit. Je crois que c'est un tout petit peu plus élevé, en fait, si c'est Ok, Dasri. mais c'est le même circuit en fait. Oui, j'avais pas du tout conscience de ça. Merci. C'est le même circuit, c'est le même incinérateur, c'est juste que ils ont des trucs automatisés pour lever les poubelles, un truc comme ça. Ok, Ça merci coûte Marianne. plus cher au labo. Ok. Et je crois que j'ai fini. Donc j'avais des petites conclusions, mais en gros, c'est ça, ça reprend ce que je vous ai déjà dit, hein. Le matériel en verre, en fait, le matériel réutilisable, j'aurais dû mettre à presque toujours une empreinte carbone plus faible. Sauf si on doit faire voilà, un lavage manuel important avec de l'eau chaude qui est chauffée au gaz, mais ce qui peut arriver hein, quand même. Et qu'il y a quand même pas mal de marge de manœuvre déjà avec de l'usage unique pour choisir de l'usage unique à empreinte carbone plus faible. Donc le plus léger possible, du polypropylène plutôt que du polystyrène. Nous, par exemple, moi j'utilise plus de pipettes. J'utilise que des pointes de micropipettes, mais de 5 ml. Je ne connaissais pas avant. Moi, c'est beaucoup plus léger qu'une pipette. Et ben, quand il m'en faut 10, ben, je fais 2 fois 5. Enfin, donc, mais je pense quand même qu'on va réfléchir à utiliser le laveur de pipettes simplifié parce que ça, pour le coup, la prépa veut pas nous laver nos pipettes en verre. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Donc, si le faire dans chaque équipe, c'est une bonne idée.
On avait plein de perspectives au moment où j'ai fait, ça fait déjà 1 an et demi hein, que cet outil il a été développé, mais j'ai pas eu le temps. C'est vrai que c'est pas évident de combiner son activité de recherche et tout ça, mais si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés pour continuer, pas de souci. J'ai pas fait de conclusion sur l'eau, ce qui vous intéressait, hein, d'après ce que j'ai compris, pas mal aujourd'hui, mais alors. C'est vraiment, en fait, notre calculateur, la difficulté, c'est il fait pas une empreinte régionalisée de l'eau. Et l'eau, c'est très régionalisé. Contrairement au CO2 tu les mets à un endroit et l'effet, il est global, il est mondial. La disponibilité de la ressource en eau, elle est très très variable. Et ça, malheureusement, on peut pas, c'est très difficile à prendre en compte. Donc peut-être que les messages à retenir, c'est que finalement, l'eau qu'on utilise au robinet, bah, c'est pas une perte pour les écosystèmes. Je sais pas si je vous ai convaincu. Moi, mes collègues, j'arrive toujours pas à les convaincre. Je leur explique. Mais alors, ça consomme de l'électricité pour purifier l'eau, mais ça, elle est prise en compte hein, dans le calcul. Il y a pas de souci. Mais voilà, si elle vient du réseau et qu'elle retourne au réseau, bah, il n'y a pas de perte. Hein. Il y a une perte monétaire, mais il n'y a pas une perte pour l'écosystème. Et par contre, la perte pour l'écosystème, elle est vraiment beaucoup plus faible liée à la production des plastiques que à l'autoclavage. Parce que même en fait, quand on autoclave, on utilise de l'eau pour faire la vapeur, etc. Mais ces vapeurs, ensuite, elles sont condensées et elles retournent au réseau. Il n'y a pratiquement pas de perte. Donc, l'essentiel de l'utilisation d'eau pour le lavage, c'est dû à la fabrication de l'électricité. Donc, en France, c'est beaucoup d'eau puisque c'est le nucléaire, c'est ce qui en consomme le plus. Mais même comme ça, alors évidemment, du coup, l'eau consommée, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que l'empreinte eau d'un tube en plastique fabriqué en Chine, bah, c'est déprivation de la ressource en eau pour les Chinois, qui ont déjà une tension plus forte que nous. Alors que pour l'électricité qui est fabriquée en France, utilisée pour le lavage, ça va être éventuellement sur les fleuves français. C'est pas au même endroit. Mais au global, il y a une forte empreinte dans les deux cas. Voilà, je sais pas si j'arrête le partage ou Alors, comment tu ça. peux laisser le partage, on peut essayer de prendre des questions. Il nous reste 10 minutes de session. Est-ce qu'il y a des questions pour Marianne? Alors moi, c'est une question un peu générale et je sais pas trop parce que j'ai l'impression que vous êtes dans des équipes qui sont relativement restreintes et donc c'est plus simple à mettre en place. Et si on voulait réduire le plastique dans un labo qui est beaucoup plus grand, plus d'une centaine de personnes, on va dire, hein, et sur un site, on est sur plusieurs sites, nous, avec des activités très différentes, par quelle étape il faudrait qu'on commence? Quel conseil vous donneriez à ce moment-là? Alors, juste pour préciser, l'unité Michaelis, c'est 350 personnes. On est Ah, 300. d'accord, ok. Par contre, on est sur un seul site, plusieurs bâtiments, mais sur un seul site. Et nous, enfin, la première étape, c'est d'avoir une prépa à l'abri. Hein. Enfin, Alors, on n'a pas, on est, mais le parent pauvre du parent pauvre en termes je d'agents comprends techniques et pour bien. les laveries, etc. C'est, C'était ma deuxième motivation en euh, faisant cet outil, c'était mm, d'essayer de convaincre nos tutelles qu'il fallait arrêter de réduire les. ouais, on n'y arrive Mais, pas. mais on n'y arrive pas. Et là, nous encore, on avait j'ai appris là récemment que nos personnels vont encore réduire. C'est pour ça que je suis très intéressée par ce qui a été présenté avant, Mm, finalement, qu'on puisse laver nous en mm. interne. Mais j'aurais bien aimé que quelqu'un continue cet outil. Bon, peut-être que je vais réussir à me motiver à le faire, mais faire un calcul de coût, parce que finalement, il n'y a que ça qui leur parle. Bon, ça peut se comprendre, hein, pour gérer l'urgence. Parce que je pense intuitivement aussi hein, que la réutilisation, ça fait gagner beaucoup d'achats de consommables. Et ça, ils ne le voient pas, parce qu'en fait, c'est les équipes sur les projets de recherche qui achètent les plastiques, alors que les salaires, c'est les tutelles. Mais voilà, c'est ma seule piste de leur montrer que c'est pour ça que j'ai Mm. aussi calculé tout ce qui était temps agent, etc.
Mais j'ai l'impression que le problème, c'est le mode de financement de la recherche, quoi. Parce que nous, c'est pareil, On hein, est d'accord. à INRAE, la proportion d'agents techniques ne fait que réduire. Et c'est également. Ouais. Ok. Quand j'ai commencé à Merci. travailler il y a 12 ans, enfin, par chercheur, il y avait 2 fois plus d'agents techniques. Et Ah. donc, il avait les pipettes, enfin, ça se restreint, ça se restreint. Donc, j'ai pas de réponse. Ouais. Et Non, mais ça donne de l'espoir quand même. On se dit on va essayer de faire des choses. mais Merci. pour le chiffrage des dépenses, en fait, quand même à partir des estimations de Aude, on doit pouvoir construire quelque chose. Parce que là, pour une équipe de 5 personnes, c'était 16 000 € d'économie sur 6 ans, où tu avais dit 2 600 par an. Avec un des taux de succès sur les appels à projets aux alentours de 10%. Ça veut dire que pour avoir 2 600 par an, il faut en demander 26 000. On peut calculer. Aude, elle n'a pas calculé le coût salarial, je Ouais. crois, hein. Non, mais du coup, on peut calculer combien de temps ça prend pour déposer de l'ordre de 26 000 € de demande. Oui, c'est Euh, vrai. Ça peut se chiffrer. Ouais. Je pense en tout cas que c'est vraiment enfin, s'il y a quelque chose à faire en développement, c'est là-dessus qu'il faut aller. Parce que c'est ça qui convainc. Et j'espère que j'aurai un peu de temps. Et après, c'est peut-être aussi de leur dire que le coût salarial, c'est que ça coûte moins cher qu'il y ait quelqu'un qui soit dédié à ça à la laverie que ce soit des chercheurs Les ingénieurs qui le qui, font. qui payent, Ouais, qui oui. sont Ouais, ça, payés ils plus ont bien cher. conscience. C'est pour ça qu'ils aiment pas trop que les chercheurs lavent leurs pipettes, mais ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marianne ou pour Aude? Est-ce que je vous ai convaincu que c'était pas grave d'utiliser de l'eau courante? Non, je suis intéressée d'avoir votre retour parce que moi, mes collègues, quand je leur dis ça, vraiment, ça passe pas. Enfin, Ah, en fait, Ça ça les choque. moi, je viens de faire un cours sur la ressource en eau dans le cadre des UE TEDS. D'accord. J'ai découvert que pour la plupart des pays industrialisés, en fait, la fraction d'eau domestique dans le mix, dans la distribution des usages de l'eau, c'est de l'ordre de 12%. Le principal de l'eau, il va à la production d'électricité, c'est 50%. Et il y a Ouais. presque 30% pour les usages industriels. Donc, moi, je Ouais, donc vous aviez déjà cette notion-là. Ouais, ouais. ok. Et l'empreinte eau d'un Français, c'est de l'ordre de 1 800 mètres cubes par an. Et la fraction domestique dessus, c'est de l'ordre de 12%. Les douches, les toilettes, etc. En gros, quand vous avez une économie, un économiseur d'eau à la chasse d'eau, là, avec petit volume, grand volume, vous économisez même pas 0,26% de votre consommation d'eau par an. Ouais, Par contre, vous enlevez un burger par semaine, c'est 3 000 litres d'eau par semaine. ouais. Après, ce discours-là, je peux l'avoir à Paris parce qu'on a la Seine, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Mm, Par contre, je sais que j'ai déjà discuté avec des gens qui sont sur des petits centres INRAE dans le sud-est et en fait, leur eau, elle provient de nappes phréatiques. mm. Et donc là, évidemment, le discours est pas du tout le même parce que bah, l'eau qui prélève et qui vient de la nappe phréatique, elle retourne pas forcément dans la nappe. Donc voilà. Mais pour nous, c'est pas grave. L'eau, elle vient de la Seine, elle retourne à la Seine. Mais quand on voit par rapport, enfin, je veux dire, le burger, c'est quand même une unité simple. Un burger, c'est 3 000 litres d'eau. Donc, ça permet de mettre en regard une activité, par exemple, et Ouais. c'est essentiellement le steak dans le burger qui fait Et l'empreinte. comment parce que c'est vrai que je vois souvent ça temps, mais est-ce que dans le burger, il n'y a pas la pluie qui sert pour les pâturages? Vient d'où? Non, non, parce que c'est essentiellement de l'agriculture Pour le intensive. maïs, ok. C'est l'eau qui sert au maïs, c'est l'eau qui sert à faire les engrais pour faire le maïs, c'est l'eau D'accord, qui sert d'accord. à faire l'énergie pour faire les engrais. Enfin, donc, Oui, Et du oui. coup, l'électricité, c'est lié à le refroidissement des c'est le centrales nucléaires ou... refroidissement des centrales Ouais, thermiques. c'est Ouais. ça, exactement. Et donc effectivement, on entend souvent parler, hein, c'est un reproche qu'on fait au nucléaire, mais tous les systèmes d'utilisation enfin, d'électricité utilisent de l'eau, mais le nucléaire en particulier.
Merci, c'est intéressant. Effectivement, moi, tu m'as appris, enfin, j'avais pas cette notion de l'eau qui retourne à la Seine, donc je vais m'en servir maintenant, Marianne, merci. De rien. Ben, super, on a réussi à finir dans les temps. Euh, Merci aux deux oratrices d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Et comme d'habitude, le webinaire, la captation vidéo sera mise en ligne sur le site de la fac. Bon courage à tous par cette chaleur. Merci. Merci, bon Merci. après-midi à tous. Au revoir. Merci Au beaucoup, revoir. bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.